Et on va aller plus loin ce soir avec notre invitée Marie-Cécile Nave. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Chercheuse à l'IRIS, auteure de ce livre Géopolitique des États-Unis. Comment vous analysez cette intervention de Donald Trump hier? On dit que sur la forme, il a un peu changé les choses. C'était plus solennel, plus présidentiel, mais finalement, le fond ne change pas du tout. Mais la forme a son importance, effectivement. Cette présentation à la nation, pour la première fois depuis sa présidence, depuis qu'il a été élu dans le bureau ovale, donne en effet un ton très solennel, très présidentiel à Donald Trump, sans doute un peu contre son gré. D'ailleurs, il a tweeté encore ce matin, il a retrouvé son naturel, entre guillemets, en tweetant que tout allait bien aux États-Unis, mais ça irait encore mieux si on pouvait sécuriser la frontière sud avec le Mexique. Et c'est la mise en scène d'une opposition frontale aux démocrates qui, eux, sont très institutionnalisés, si je puis dire, se présentent derrière un pupitre pour donner un ton aussi solennel à leur opposition. Et depuis les midterms qui ont vu la victoire des démocrates à la Chambre des représentants, eh bien, il y a une sorte d'opposition frontale à Trump, une sorte de cohabitation face à Trump. Et donc, c'est une mise en scène. Et le mur est presque un prétexte, finalement, à cette opposition frontale face aux démocrates qui va sans doute durer jusqu'à la présidentielle de 2020, car Trump est déjà en campagne électorale. Et on reviendra sur les démocrates dans un instant. D'abord, sur le fond, encore un mot. Il a employé quand même des mots très forts. Crise humanitaire et sécuritaire grandissante. Des milliers d'Américains ont été brutalement tués par ceux qui sont entrés illégalement dans notre pays. Et des milliers d'autres vies seront perdues si nous n'agissons pas tout de suite. Il agite le chiffon rouge, il dramatise. Ça marche, ça, avec les Américains? Alors, ça marche avec sa base électorale, qu'il cherche à galvaniser, puisqu'on est, comme je vous le disais, on est déjà toujours en campagne. Il est contredit par ses propres services quand il dit que les terroristes entrent par la frontière avec le Mexique. Il est contredit par un certain nombre de think tanks libertariens, plutôt à droite, mais plutôt libertariens, comme le Cato Institute, qui dit que la criminalité aux États-Unis est plus le fait des Américains que des sans-papiers. Mais oui, effectivement, on est dans cette obsession de la construction d'un mur, comme si la construction d'un mur pouvait résoudre tous les problèmes et tout le sujet extrêmement complexe de l'immigration légale et illégale aux États-Unis. Et il y a cette autre obsession qui est l'obsession identitaire de Trump. Effectivement, étranger égale criminel, égale drogue, égale violence, comme si finalement tout pouvait... on pouvait faire ces amalgames-là, mais on est dans cette obsession identitaire qui va sans doute s'accentuer dans les mois jusqu'en 2020. Et est-ce qu'il ne pourrait pas finalement y perdre des plumes à force? Parce que la réponse des démocrates a été très médiatisée, très reprise, notamment à l'étranger. Eux aussi ont eu une réponse intéressante. Il doit cesser de prendre les Américains en otage et de fabriquer une crise. Finalement, les démocrates pourraient gagner des points dans cette affaire? Alors, personne n'a rien à gagner à ce que le shutdown continue. C'est une situation qui est très impopulaire, qui finalement attise la défiance de la population américaine vis-à-vis des institutions et des élites. Et puis, du côté des élus républicains comme démocrates, ils savent très bien que ce n'est pas du tout leur intérêt que le shutdown continue, parce qu'il y a des élections à venir en 2020 vis-à-vis de leurs électeurs et de leur base. Eh bien, ce n'est pas du tout une bonne chose. Et puis, il y a un impact très, très concret sur le fonctionnement institutionnel. On voit que même certaines administrations, comme la sécurisation des aéroports, ce qui est pour le moins paradoxal, avec les vœux de Trump, eh bien, pâtit de ce contexte. Et puis, ça a aussi des effets sur la croissance, sur la situation économique à long terme, évidemment, puisque c'est un blocage administratif, mais aussi économique. Donc, personne n'a intérêt à ce que ça dure, mais chaque camp essaie de tirer parti de la situation actuelle en accusant l'autre de bloquer. Mais il est clair que c'est quand même plutôt Trump qui a refusé tout compromis avec non seulement les démocrates, mais aussi les républicains au Sénat pour aller vers un accord bipartisan sur cette question extrêmement complexe de l'immigration. Et on rappelle quand même que pendant 2 ans, il a eu en Congrès à majorité républicaine et qu'aucune réforme de la législation sur l'immigration, alors qu'il y a des gros vides juridiques, notamment sur les Dreamers, ces gens qui sont arrivés mineurs aux États-Unis avec leurs parents sans papier, dont la situation est finalement échappe un peu à la loi aujourd'hui, eh bien, il n'a pas réussi à obtenir d'un Congrès à majorité républicaine une réforme de la législation. Ça paraît quand même compliqué aujourd'hui avec une Chambre des représentants démocrates
qui est très vindicative, qui arrive en position de force, on les voit avec et on l'a vu, on l'a encore vu dans cette femmes qui sont pas là pour faire de la figuration. Mais on a vu que j'allais dire Emmanuel Macron, non, Donald Trump ne céderait pas un pouce de terrain, il l'a bien fait comprendre. Côté démocrate, c'est exactement le même message. On a du mal à envisager une issue. Quelle peut être cette issue? Ce bras de fer ne peut pas durer indéfiniment. Le record, c'est 21 jours. C'était sous Bill Clinton avec 95, effectivement, oui. Il n'est pas exclu que le fait de battre un record soit un petit peu dans l'objectif de Trump, parce que ça permettrait de dire, vous voyez, j'ai l'opposition la plus forte qu'aucun président n'a jamais eue depuis l'histoire des États-Unis. On peut avoir ce type de... Ça peut être une stratégie, ça peut relever ça peut être une stratégie, et ça peut être... à la fois, il peut finalement parvenir à un compromis avec les démocrates en disant, vous voyez, c'est moi qui débloque le dysfonctionnement institutionnel. Il peut aussi gagner du temps, et chaque camp va peut-être essayer de gagner du temps. C'est l'objectif non seulement des élus démocrates, mais aussi de plus en plus d'élus républicains au Sénat qui souhaitent un financement temporaire des institutions qui aujourd'hui sont bloquées, le temps de mettre en place les conditions sereines d'un débat sur ce sujet, je le disais, extrêmement complexe. Mais il y a des modérés, alors j'imagine du côté démocrate, mais du côté de Trump, on imagine qu'il communique, qu'il y a des négociations, même du côté de Trump, qu'il n'est pas entouré évidemment de gens comme lui et de forcenés. Il y a des modérés dans son camp? Alors, il y a son entourage proche au niveau de ses conseillers, mais il y a aussi Mike Pence qui négocie, lui, beaucoup avec le Sénat, on l'a vu ces derniers jours. Et puis, sur ce sujet précis de l'immigration, les républicains sont extrêmement divisés. C'est vraiment un sujet compliqué pour eux, parce que vous avez d'un côté, effectivement, les sécuritaires purs et durs, dont Trump, dont Steve Miller autour de lui dans ses conseillers, mais vous avez aussi le big business qui, lui, est plus favorable à une législation libérale parce qu'ils savent qu'ils ont besoin de l'immigration légale et même illégale pour faire fonctionner le marché du travail. Il y a les libertariens qui sont pour la liberté de circulation. Il y a aussi les chrétiens un peu humanistes qui ont été très choqués, par exemple, des images de séparation d'enfants et de parents à la frontière mexicaine. Donc c'est un camp qui est extrêmement divisé et le compromis est très difficile à trouver entre les démocrates et les républicains sur l'immigration, mais au sein même et peut-être même plus du camp républicain lui-même. Et ça le fragilise, Trump, en quelques mots? Ça peut le fragiliser sur le long terme parce qu'il apparaît... Aujourd'hui, visiblement, les enquêtes d'opinion montrent que c'est plutôt à lui que l'opinion publique incombe le blocage actuel plus que du côté démocrate. On va voir parce que c'est quelqu'un qui aime bien teaser, qui aime bien feuilletonner la vie politique américaine. On le voit quand il se met en scène dans la figure de Game of Thrones sur la question du mur, comme si finalement c'était une télé-réalité ou une série, et on va voir comment il arrive à gagner du temps et comment les démocrates aussi arrivent à gagner du temps. Et on verra la suite, peut-être avec vous d'ailleurs. Merci infiniment, Barry Selinave, d'avoir été notre invitée, chercheuse à l'IRIS. Et je rappelle le titre de votre livre, Géopolitique des États-Unis. Merci beaucoup. Merci.